monde. Je vous remercie, M. Atmani. Alors, donc, je vais essayer de présenter un petit peu ce qu'on appelle par l'évolution de l'intelligence depuis le commencement, si vous voulez. Quand on a commencé à penser à construire des systèmes intelligents, on s'est inspiré d'abord on va dire, de l'être humain. Ensuite, on a vu comme quoi il y a beaucoup d'autres, si vous voulez, soit formes d'intelligence ou types d'intelligence. Et on arrive maintenant, à, si vous voulez, à des intelligences qu'on appelle intelligence en ville intelligente, ou moi je préfère utiliser peut-être le terme cité intelligente. En fait, il y a une différence entre ville et cité. C'est qu'une ville, c'est seulement ce qui concerne l'urbanisation, alors que la cité porte beaucoup plus, si vous voulez, l'aspect humain. D'ailleurs, on va voir après, il y a ce qu'on appelle maintenant des objets qui vont être adoptés, le comportement social. Donc, pour cela, on va commencer par un plan de travail, donc une petite introduction. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle par l'intelligence? Si vous voulez beaucoup plus l'intelligence naturelle. Ensuite, c'est quoi l'IA et l'intelligence ambiante? On va voir l'évolution des objets, en commençant par les objets qu'on appelle les objets communicants. Ensuite, on va aller vers les objets qu'on appelle sociaux. On termine par les environnements intelligents, bien sûr, après quelques challenges et une conclusion. Alors, je commence mon introduction par une question. Cette question-là, elle est très, très importante actuellement. Généralement, ce que l'être humain cherche, c'est-à-dire le rêve de tout avoir à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, est-ce qu'il devient réalité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut croire à cela? En fait, dans certaines situations, bien sûr, c'est possible, mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Alors, avec l'avancée de plusieurs domaines, pratiquement l'informatique et l'électronique, et on associe à ça les réseaux et les télécommunications, plus encadré, si vous voulez, par l'intelligence artificielle, on a abouti à ce qu'on appelle des environnements intelligents. Concrètement, c'est quoi un environnement intelligent? Donc, ça peut être un hôpital, ça peut être un centre commercial, ça peut être, comment dirais-je, la ville elle-même, ça peut être n'importe quel endroit qui est équipé d'un ensemble d'objets qu'on appelle objets intelligents. Alors, cette notion d'objet intelligent, on va la voir par la suite. En fait, un objet intelligent, globalement, il faut qu'il puisse, comment dirais-je, capter, d'accord, ensuite faire un traitement et prendre des décisions. Et ce n'est pas suffisant, il faut qu'il communique avec les autres. On va y aller vers, si vous voulez, une intelligence collective, ou autrement on l'appelle, si vous voulez, par distribué. Mais ça reste toujours une, si vous voulez, communication qui permet de relier les objets qui sont intelligents. Alors, donc, grâce à ces objets-là, on peut fournir des services qui sont adaptés aux utilisateurs. Alors, donc, on parle d'un objet intelligent, environnement intelligent, mais concrètement, c'est quoi une intelligence? Donc, l'intelligence comment dirais-je, artificielle dans un premier temps, peut-être a été vue d'une manière un petit peu, on va dire, très très optimiste au début, pratiquement par, comment dirais-je, quand on a inventé le terme intelligence artificielle, ça a été donné par un certain, qu'on appelle, certain monsieur qui s'appelle Marvin Minsky, donc dans un congrès à Dartmouth en 1956. En fait, ce mot-là est composé de termes, intelligence et artificielle. Le terme artificiel, c'est très très facile à définir. Par contre, intelligence, ça reste quand même, quand je dis intelligence naturelle, bien sûr, très très compliqué à définir. Bon, pour artificiel, je pense que tout le monde est ici quoi. Donc, une petite définition ici, c'est pour vous dire comme quoi c'est quelque chose qui n'est pas inné, qui n'existe pas, c'est nous-mêmes qui l'ont créé. Par contre, intelligence, ici, on peut avoir plusieurs définitions, et ce qui pose réellement un vrai problème. Donc, on peut avoir des définitions,
selon certains individus. Bon, quand je dis pas individus, beaucoup plus, c'est des chercheurs, si vous voulez. Il y a un certain, bon, vous le connaissez, je pense, tout le monde qui connaît Darwin, Charles Darwin. Donc, il a donné une définition. Il y a aussi Edison. En fait, ici, ces définitions, beaucoup plus, ils sont relatives au champ dont ces chercheurs-là travaillent, leur champ d'activité. Par exemple, pour Darwin, il vous dit c'est ce qui permet la survie de l'individu le plus apte, parfaitement adapté à son environnement. Vous connaissez tous la théorie de l'évolution. Donc, pour lui, celui qui arrive à survivre, donc il est intelligent. D'accord? Pour Edison, c'est ce qui fait que cela fonctionne et produit le plus de revenus pour l'entreprise. Donc, pour lui, c'est question de rentabilité. Quand c'est rentable, donc c'est intelligent. Donc ça, bon, j'ai donné une définition, mais il y a beaucoup plus de ce genre-là. Après aussi, on peut trouver des définitions d'un dictionnaire, dans Larousse, Petit Robert, autres, ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a des définitions qui disent comme quoi on va revenir à la faculté de l'être humain, comme quoi il peut comprendre, ensuite, si vous voulez, avant, c'est-à-dire il perçoit, il fait un apprentissage, et ensuite il prend une décision, ainsi de suite. Et la même chose un petit peu pour l'autre dictionnaire, American Heritage, la faculté de reconnaître et de raisonner. En fait, mais ce qu'on voit comme quoi, on a déjà plusieurs définitions. Donc, ce qui nous amène à poser la question, est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs intelligences ou plusieurs formes d'intelligence? On va voir comme quoi ici, on peut avoir un scientifique. Pourquoi il est intelligent? Puisqu'il maîtrise par exemple les mathématiques, physique, ainsi de suite. On peut avoir un écrivain, ici beaucoup plus écrire peut-être, ici bien parler. On peut avoir un artiste, un peintre, d'accord? Un bricoleur, ainsi de suite, qui fait du dépannage. Tout cela, ça nous, comment dirais-je, fait réfléchir comme quoi on peut avoir plusieurs formes d'intelligence. C'est dans ce contexte-là qu'un certain Howard Gardner a pensé à revoir un petit peu la manière dont l'intelligence est définie. Il vous dit beaucoup plus l'intelligence qu'on est en terrain, c'est-à-dire sur laquelle on parle beaucoup plus, laquelle on évalue dans les écoles, dans les universités, c'est généralement comme d'âge de l'intelligence logico-mathématique. Ça concerne que le côté mathématique et le côté logique. Il y a d'autres formes qui ne sont pas évaluées. Donc, à ce moment-là, il a pensé à faire une petite recherche dessus. Donc, il a classifié, si vous voulez, l'intelligence dans un premier temps en 7 formes. Ensuite, ils ont ajouté d'autres pour aboutir à 9 formes. Donc, ils sont donnés par le schéma que vous avez ici. Donc, l'intelligence dont je parle, donc je ne vais pas voir comment je vais mettre ça voilà, comme ça. Donc, l'intelligence logico-mathématique, celle dont on parle tout le temps, okay, celle qu'on évalue, je vous dis, dans les établissements scolaires ou à l'université. Mais en fait, il y en a d'autres formes. Par exemple, on prend ici l'intelligence musicale. Celui qui arrive, par exemple, à jouer des instruments, à utiliser, comment dirais-je, savoir comme il se doit. On peut avoir la logique, par exemple, interpersonnelle, savoir communiquer avec les autres, interpersonnelle, savoir ou connaître soi-même, si vous voulez, ne pas se sous-estimer, connaître ses forces et ses faiblesses, par exemple, d'accord? On peut avoir d'autres, par exemple, comme celle-là, corporelle, savoir danser, savoir jouer au foot. En fait, à un certain moment, je me souviens très bien, ça remonte à peu près à 15 ans en arrière, on discutait avec un médecin, je lui dis comme quoi, pour par exemple jouer au football, il faut avoir une certaine intelligence. Il me dit non, mais jouer au football, c'est n'importe quoi, on fait comme ça et ça passe. À ce moment-là, je n'avais pas encore rencontré, comment dirais-je, cette théorie de Gardner, mais j'avais quand même en tête comme quoi, je me suis dit, c'est pas donné à tout le monde quand même. Il y a certains gestes à maîtriser en quelques fractions de secondes. C'est pas facile. Il doit y avoir quand même une certaine quand même, réflexion derrière. Mais finalement, c'est ça. Donc, on voit comme quoi l'intelligence corporelle est aussi quelque chose, on va dire, qui peut-être certains sont doués et d'autres ne l'ont pas. Bien sûr, verbal, peut-être que je peux ajouter celle-là aussi, qui est un petit peu, me semble peut-être un petit peu bizarre, existentielle. Donc, existentielle, c'est par rapport, si vous voulez, les gens qui se posent la question par rapport pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est ici sur Terre, cette planète, pas une autre planète par exemple, d'accord, par rapport à l'existence elle-même.
Bon, en fait, je ne vais pas tous les détailler, sinon je vais rester là toute la journée. C'est juste pour vous dire, voilà, comme quoi, on ne peut pas juger quelqu'un juste comme ça, puisqu'on a fait un test pour lui dire, voilà, il est intelligent, l'autre n'est pas intelligent. On peut avoir quelqu'un qui n'a pas réussi ses études, mais peut réussir ailleurs. D'accord? Donc il faut penser, je pense, à mon avis, dans ce sens-là. Voilà, donc après, à travers, si vous voulez, cette recherche-là, on a pensé quand même y aller plus loin et on essaie de comprendre cette intelligence-là. Donc, on a mis en œuvre, si vous voulez, un ensemble de concepts sur lesquels on peut, si vous voulez, penser à les utiliser, à avoir peut-être leur agencement et essayer de voir un petit peu comment cette intelligence-là fonctionne. Donc, il y a ici le terme comprendre. Donc, voir comment l'être humain pense et appréhende son environnement, toujours par rapport à la perception, la compréhension, prendre la décision, ainsi de suite. Donc, globalement, on a deux manières de faire. Donc, on peut avoir la manière par introspection, c'est-à-dire essayer de comprendre soi-même, de voir comment on fait. On peut maintenant étudier l'autre pour avoir ce qu'on appelle les sciences cognitives, donc en psychologie. D'accord? Et donc, les sciences cognitives qui étudient, c'est-à-dire la manière de penser, elles ne se limitent pas à la pensée, bon, ou si vous voulez, à la pensée, c'est-à-dire la manière de faire des êtres humains. On a essayé aussi d'aller vers d'autres vivants, les plantes, les animaux, ainsi de suite. D'accord? Donc, pourquoi? À un certain moment, c'était comme quoi, pour longtemps, d'accord, nous nous sommes posé la question, est-ce que l'intelligence est le propre de l'homme? À un certain moment, on a cru comme quoi l'intelligence, ce n'est que, c'est-à-dire l'homme qui est intelligent. Les autres, ils ne sont pas intelligents. Alors, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est-à-dire il y avait des définitions qui faisaient l'exclusion des autres vivants que l'être humain. À titre d'exemple, je vais la donner ici, la capacité à s'adapter, réagir à diverses situations, même rencontrer pour la première fois, innover, crier. C'est vrai qu'innover et crier, c'est-à-dire c'est le propre de l'homme. Mais ça ne veut pas dire comme quoi, si on n'arrive pas à innover ou à crier, on n'est pas intelligent. D'accord? Donc, voilà ce qui nous a amené à voir maintenant avec, par exemple, d'autres vivants comme les animaux. Donc, vous voyez ici, donc, comment dirais-je, le singe, un grand singe qui apprend, par exemple, des signes. On parle de langue de signes. Donc, il arrive à mémoriser quand même un nombre important de signes. Je pense, si je ne me trompe pas, dans une lecture que j'ai faite récemment, il arrive jusqu'à mémoriser jusqu'à 200 signes. Donc, il arrive quand même à communiquer donc avec l'être humain en apprenant ces signes-là. Il y a aussi l'intelligence qu'on peut trouver dans les plantes carnivores, comment dirais-je, voilà, les espèces végétales, donc comme les carnivores, qui arrivent à attirer, par exemple ici, leur proie, et ensuite ils vont les, comment dirais-je, les avaler. Voilà. Donc ça c'est la première forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence du vivant. Deuxième forme, c'est l'intelligence collective. J'ai pris ici le cas des fourmis. Cette image, elle est très très illustrative. Vous regardez ici, qu'est-ce qu'ils font ces fourmis-là? Ils ont fait un pont de fourmis pour que les autres puissent passer. Certaines fourmis, ils ont constitué ici un pont, d'accord? Et les restes des fourmis, ils passent pour ramener par exemple leur vivre. Donc on voit ça. C'est pas, je pense, quelque chose de, on va dire, qu'on peut, oui, accepter avant, qu'on fasse des études pour prouver comme quoi ces fourmis-là, ils ont constitué un pont pour passer entre les deux, ici, les deux feuilles. Troisième type aussi, il y a le, comment dirais-je, l'intelligence linguistique. L'intelligence linguistique qui est beaucoup plus dans les abeilles, les ruches d'abeilles. Donc ici, il y a une étude qui a montré comme quoi, pour comment dirais-je, aller chercher de la nourriture,
si une lune des abeilles arrive, par exemple, à trouver un endroit où il faut y aller chercher, donc ils vont mettre un certain nombre de signes. Donc généralement, ils utilisent par exemple ici le soleil pour désigner la direction. Donc on a ici un ensemble si vous voulez, de signaux. Donc par rapport à la ruche, après comment ils vont désigner la direction par rapport à ça, pour y aller chercher. Donc on voit comme quoi c'est, quelque chose quand même qui reste très très important qu'on a exploité par la suite. Alors, donc on revient à cette question-là maintenant de qu'est-ce que l'IA. Donc, s'il y a aussi toujours le problème de difficulté de la définir. Par rapport, bien sûr, il y a le problème de l'intelligence, on a dit pour l'intelligence naturelle. En plus, maintenant, l'IA, si vous voulez, avant d'être appliquée dans plusieurs domaines, elle a été déjà revendiquée par plusieurs domaines. Informaticien vous dit par l'IA, c'est de l'informatique. Mathématicien vous dit c'est l'informatique. Un psychologue, il vous dit qu'il y a une part de l'intelligence, il y a une part de la psychologie dans l'intelligence, et ainsi de suite. Donc, on a donné certaines définitions qui sont ici, des définitions qui sont un petit peu approximatives. Reproduire le comportement humain, donc parmi les premières définitions. Ensuite, on a essayé d'étendre au comportement animal. Et après, on s'est dit aussi, c'est pas seulement cela, on essaie de voir comment construire des entités intelligentes. Comment construire une entité intelligente. Et il y a d'autres définitions, comment dirais-je, qui sont plus académiques, je ne les ai pas données ici, mais c'est juste pour vous dire comme quoi, elles se basent toujours sur les capacités humaines, donc soit le comportement, faculté mentale ou intelligence, autre chose. C'est pour donc construire directement des machines intelligentes ou améliorer l'informatique ou obtenir des systèmes intelligents. Il y a ceux qui partent de l'informatique, il y a d'autres non, et pour eux, il faut y aller directement construire. Bien sûr, ils utilisent l'informatique, mais comme toute autre discipline, ils ne démarrent pas de l'informatique. Donc, parmi les définitions, c'est-à-dire, si vous voulez, les plus connues, c'est celle qui est donnée par Alan Turing. Donc, le test de Turing, je pense, c'est parmi les tests les plus connus pour pouvoir avoir essayé de construire la première machine intelligente. Donc, si Turing, il a peut-être testé une partie de l'intelligence, mais ça reste le test peut-être le plus répandu dans le monde. Même si ce n'est pas un test qui est très réussi, mais il a eu des conséquences qui sont très très intéressantes pour la suite de l'intelligence artificielle. Donc pour lui, un système de IA est composé de la connaissance, le raisonnement, la compréhension du langage naturel et l'apprentissage. Et cela, donc, pour permettre au système intelligent de pouvoir s'expliquer et discuter avec les experts humains et avoir conscience de soi. Donc, une dernière définition, si vous voulez, au final, pour l'IA, c'est, donc, on a dit ici, le but, c'est d'avoir une machine qui est capable de capter les informations avec l'équivalent de tout parties du 5 sens, c'est-à-dire comme l'être humain, si on peut utiliser tous les sens, raisonner et s'adapter à la situation nouvelle qu'on ne connaît pas, et bien sûr, toujours, il faut agir ou communiquer en conséquence. Alors, comme je viens de vous le dire, on a tiré des leçons de ce test de Turing-là. On a ce qu'on appelle une intelligence faible et une autre forte. L'intelligence faible pour l'instant, je pense qu'on y est, parce qu'on peut faire beaucoup de machines qui peuvent faire beaucoup de choses, mais l'intelligence forte, on n'est pas encore là. L'intelligence forte demande de la conscience, de savoir comme quoi on est. C'est comment dirais-je, c'est le truc de, comment j'ai oublié l'autre qui dit, je pense donc j'existe. Donc ici, c'est-à-dire la machine n'est pas encore à ce niveau-là. Il y a le côté émotionnel qui est absent. Donc ici, on a un ensemble d'instructions à suivre. Si vous voulez, on exécute. Par contre, pour changer son comportement, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on lui a dit de faire, il faut avoir la conscience de soi. Ça, on ne l'a pas encore atteint. Alors, donc maintenant, cette intelligence-là, on va l'utiliser pour concevoir des systèmes qui vont un petit peu répondre à ma première question.
c'est est-ce que je peux avoir cette intelligence partout qui va m'aider dans certaines tâches, soit quotidiennes, soit travail, soit dans d'autres endroits, ainsi de suite. On parle d'une intelligence ambiante. Le terme ambiant, je pense que tout le monde qui sait, ce qui nous entoure, c'est ambiant. Alors, on définit ici l'environnement ambiant par milieu ayant la faculté de percevoir, de raisonner, d'agir et d'interagir afin de fournir des services améliorant la qualité de vie des êtres vivants. Et le tout est coordonné par l'IA. Ce schéma-là, il est plus explicatif, illustratif. C'est un terme que je vais définir après, on n'a pas encore c'est quoi, mais l'essentiel, c'est que l'intelligence artificielle, c'est elle qui permet de coordonner entre les différents éléments qui constituent l'intelligence ambiante. Donc, en gros, l'intelligence ambiante, c'est celle qui existe partout où je suis pour me rendre des services ou me faciliter les tâches. Alors, le premier élément de l'intelligence ambiante, c'est ce qu'on appelle par l'informatique ubiquitaire, d'accord, ou pervasive. Donc, en fait, dans certains, peut-être, des références, vous n'allez pas trouver la distinction entre pervasive et ubiquitaire, mais si on essaye de comprendre un petit peu les deux concepts, on va voir un petit peu quand même il y a une différence. Donc, le premier élément, c'est l'informatique ubiquitaire. Ça concerne beaucoup plus les services fournis par les objets informatisés. Et l'informatique pervasive ou diffuse, c'est le logiciel qui permet de fournir ce service-là. On parle de logiciel invisible ou omniprésent. Le logiciel invisible, en fait, on veut que l'intelligence soit là, mais il ne faut pas qu'elle soit ce qu'on appelle intrusive. Il ne faut pas qu'elle nous dérange, il ne faut pas qu'elle nous gêne. Donc on va voir, il y a certains capteurs qu'on peut mettre par exemple dans une maison, il y a d'autres qu'on ne peut pas, pour par exemple le problème du respect de la vie privée. On peut-être c'est pas quelque chose qu'on peut porter tous les jours. D'accord? Donc, pour distinguer entre les deux, l'informatique ubiquitaire et pervasive, c'est que je vous dis, le premier, c'est regroupe un ensemble de services qui peut vous fournir, et celui-là, il s'occupe de fournir ce service-là. Le petit schéma que vous avez ici, donc on a l'informatique traditionnelle, ce qu'on connaît, on a l'informatique diffuse ou pervasive, ubiquitaire, et on a aussi ce qu'on appelle l'informatique mobile. Alors, le deuxième élément de l'intelligence ambiante, c'est l'interaction en machine. En fait, l'interaction en machine, à un certain moment, jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus on utilise un clavier et la souris. C'est beaucoup plus qu'on fait ça. Il y a après, maintenant, avec les technologies tactiles, on utilise aussi maintenant directement l'écran. On veut y aller beaucoup loin pour utiliser tous les sens. Pas seulement, par exemple, on va dire le toucher. On veut que tous les sens peuvent nous amener à communiquer avec cette intelligence-là. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'aller dans ce sens-là. Donc les HM se penchent sur l'interaction contextuelle due à la disparition des frontières entre un environnement physique et un système informatique. C'est-à-dire, si je suis là, je suis en train de parler, je peux avoir le service demandé sans que je sache où il est ou sans que je le demande d'une manière explicite. D'accord ? Voilà, donc ça peut être, comme vous voyez ici, des interfaces gestuelles, tactiles et tangibles, donc doivent s'adapter au contexte dans lequel je suis là. D'accord. L'exemple très simple de la météo, par exemple, si je suis ici, le service de météo, il me donne la météo de cet endroit-là, de ce moment-là, à ce temps-là. Si je change à un autre endroit, donc automatiquement, il va savoir comme quand je suis ailleurs, à un autre temps, ainsi de suite, il va me donner, par exemple, par rapport à ça. Alors, troisième élément, c'est donc les réseaux qui sont très très importants. Donc, tout ce qui peut se faire, par exemple, au niveau communication, et passe par le réseau. Donc, c'est un élément très important, celui qui va véhiculer l'intelligence. Donc, s'il n'y a pas de réseau, l'intelligence ne va pas être ailleurs. Elle va rester justement à un endroit où on l'a, si vous voulez, créé. Donc, pour qu'elle soit disponible partout, il faut des réseaux. Donc, comme vous voyez ici, il y a plusieurs technologies. Ça évolue très, très rapidement. Donc, on essaie d'avoir des réseaux qui sont, comment dirais-je, à consommation d'énergie très, très réduite. D'accord ?
Bien sûr, il y a aussi le grand réseau qu'on appelle par le réseau d'Internet des objets, qu'on va voir par la suite. Un élément aussi qui est très très important aussi, c'est les actionneurs et les capteurs. Bon, capteur de manière très, très simple, c'est celui qui va récupérer les informations qui sont dans l'environnement, et l'actionneur, c'est celui qui va agir. Comme vous voyez ici, donc on récupère, on fait des traitements par exemple, et prendre des décisions et on agit. D'accord? Celui-là, c'est un effectuateur par exemple, ou un actionneur qui permet d'agir par exemple pour voir ce que je suis en train de montrer. Il y a un élément important qui est généré par les capteurs, c'est on a quand même une quantité de données importante. D'accord? Il faut penser à utiliser ces données-là beaucoup plus en utilisant par exemple la fusion pour soit améliorer la qualité de l'information, soit gagner en énergie au lieu de transmettre toute l'information, on transmet juste celle qui est utile, celle qu'on veut utiliser pour prendre une décision. Alors, donc, on a parlé de l'intelligence ambiante. Maintenant, quand on va créer un système d'intelligence ambiante, on a besoin d'avoir un ensemble d'éléments, de caractéristiques qui sont donnés ici. Donc, l'ubiquité, la capacité pour l'utilisateur d'interagir en permanence avec une multitude d'objets communicants qui l'entourent, donc c'est ce qu'on appelle partout. La sensibilité au contexte. Donc, il faut que le système sache comme quoi je suis dans une situation bien déterminée, à un temps déterminé, ainsi de suite. L'interaction naturelle, donc je ne vais pas revenir, c'est l'utilisation des 5 sens, je vous ai dit, pour interagir avec l'intelligence. Et l'intelligence elle-même, bien sûr, l'intelligence elle-même. Après, voilà, il y a aussi ce qu'on appelle la non-obstructivité. Je vous ai dit, on a beaucoup d'objets intelligents, de capteurs si vous voulez, mais quand je le déploie dans un endroit, une maison par exemple, il faut que ça ne me gêne pas. Donc en fait, réellement, qu'est-ce qu'on a pensé à faire? Au lieu qu'on va prendre d'autres objets, on s'est dit pourquoi ne pas équiper les objets existants actuellement. Donc on assiste, après, comme vous le connaissez très bien, les Smart TV par exemple, Smart réfrigérateur, Smart. Donc on les a équipés de capteurs. Et ces objets-là, ils ne vont pas nous gêner puisque nous, on a besoin de ces objets. On les utilise quotidiennement. On a l'habitude de les voir. Donc ce qu'on appelle ici par non-obstructivité. Voilà, donc ça, bon, c'est un petit, comment dirais-je, un schéma pour résumer un petit peu un système d'intelligence ambiante. Donc un ensemble de capteurs et l'intelligence, elle est là, c'est-à-dire les actionneurs, les données, d'accord? Et on va avoir ce système-là qui va fonctionner tel qu'on a décrit. Alors juste, j'ajoute, quand j'ai parlé de réagir par rapport à l'environnement, donc il doit y avoir aussi donc, ce terme-là, sensibilité au contexte, j'ai tenu à l'ajouter. Donc c'est prendre en compte les informations contextuelles en permanence pour lui fournir des informations ou des services pertinents à l'utilisateur. Et la pertinence dépend bien sûr de ce que la tâche de l'utilisateur. Le contexte, c'est toute information qui peut être utilisée pour caractériser la situation d'une entité. Donc là, l'entité, ça peut être personne, endroit, objet, utilisateur et l'application. La sensibilité au contexte demande un ensemble d'objets. Ces objets-là, actuellement, ils sont offerts par les réseaux, beaucoup plus par l'Internet des objets. Voilà. Donc, ces objets-là, qui constituent l'Internet des objets, c'est eux qui peuvent nous amener à avoir la sensibilité au contexte. C'est-à-dire, si mon système doit savoir comme quoi j'ai besoin d'un tel service, il faut qu'il soit récupéré par les capteurs qui sont disponibles dans le milieu où je suis. Alors, comme vous voyez ici, connexion de variétés d'équipements et d'objets utilisés dans notre vie quotidienne, ordinateur, capteur, actionneur, smartphone, réfrigérateur, ainsi de suite. Donc, l'IoT est considéré comme le futur Internet, son extension au monde d'objets physiques. C'est-à-dire, auparavant, pour nous, les objets c'était virtuels, maintenant, les objets sont physiques. Je vous ai dit, on équipe, chaque objet, on peut l'équiper de capteurs.
Voilà, donc donc l'IoT correspond à un ensemble d'objets physiques et intelligents connectés qui communiquent via de multiples technologies. Donc vous voyez ici sur le schéma là, l'Internet des objets un peu relié quand même un ensemble d'applications. Voilà, vous voyez ici ce qui concerne, si vous voulez, beaucoup plus ce côté-là, ce qui concerne peut-être au niveau individuel, et ce côté-là, ce qui concerne le niveau industriel. Donc, l'entité de base de l'intelligence ambiante, c'est ce qu'on appelle par l'objet intelligent. Mais l'objet intelligent, il n'est pas été intelligent comme il est maintenant. Donc, il a commencé par, si vous voulez, on dit un objet d'abord, avant qu'il soit un objet, puisque maintenant on parle d'objet physique, avant c'était déjà un objet virtuel. Ensuite, il n'est pas été aussi intelligent que maintenant. Donc, on commence par définir un objet connecté. Tout objet identifiable de manière unique sur un réseau. D'accord. Dans un premier temps, c'est ça. Capable d'envoyer et de recevoir des messages, c'est très très logique, et possède une unité de calcul et d'acquisition. Donc, c'est les capteurs. Il peut faire éventuellement des actions. S'il peut faire des actions, donc il a des actionneurs. Donc, les exemples les plus connus au début, c'était l'iPhone en 2007. D'accord? Après, les tablettes à partir de 2010 et l'iPad. Et maintenant, on a un ensemble d'objets intelligents, un grand ensemble. On va voir à la fin certains exemples d'objets. Juste pour vous dire ici, parce que j'ai parlé d'objets communicants, ici j'ai parlé d'objets connectés. L'objet communicant, d'accord, il communique sans être connecté. C'est-à-dire on peut communiquer avec un réseau sans fil sans être connecté à l'Internet. Donc un objet communicant, ce n'est qu'un objet connecté, mais qui ne dispose pas, si vous voulez, maintenant de l'Internet. Il communique avec un réseau sans fil Wi-Fi, avec Zigbee, avec autre, d'accord. L'objet intelligent, c'est quoi alors? Ce n'est qu'une augmentation d'un objet connecté. Peut correspondre à n'importe quel objet physique du monde. D'accord? Un objet augmente la sensibilité au contexte, c'est-à-dire il arrive à, si vous voulez, à anticiper, à prendre des décisions. Et on peut l'embarquer, c'est-à-dire cette intelligence-là, on l'embarque sur un objet de monde réel. Comme je viens de dire, un Smart TV par exemple. Donc c'est celui-là qui est un objet intelligent. Donc l'objet intelligent est plus qu'un objet connecté. On s'est dit, c'est maintenant les objets-là qui sont intelligents, ils vont se retrouver ensemble. Ils vont se retrouver ensemble. Est-ce qu'ils ne vont pas créer des relations entre eux? Ils vont se connaître, parce qu'ils ont toutes les informations, chacun c'est-à-dire l'autre. D'accord? Ils vont se connaître, ils vont faire, si vous voulez, établir voilà, des réseaux pour pouvoir soit travailler ensemble, d'une manière à collaborer, à partager, et il peut y avoir même de la concurrence. S'ils travaillent sur le même objectif, donc il doit y avoir de la concurrence. Donc, c'est pour ça qu'on parle maintenant de socialisation des objets. Socialisation des objets. On va voir des objets qui, ça dépend en considération du côté social. Bien sûr, ce n'est pas seulement entre les objets, mais ça peut être aussi pour l'intérêt de l'être humain. D'accord? Je donne ici un exemple. L'usage des objets sociaux permet de mieux assister les personnes dépendantes, handicapées ou âgées, telles que de garder un contact social avec leur entourage et leur équipe soignante. C'est-à-dire, si quelqu'un est âgé, ne peut pas sortir, il n'a pas avec qui, c'est-à-dire être en contact, il peut trouver un compagnon, si vous voulez, avec qui il peut discuter. Alors, je vais vous donner un ensemble d'objets intelligents. En fait, même si ici le terme intelligent, faites attention, il n'est pas pris au sens de la définition que j'ai donnée,
puisqu'à un certain moment, quand on a commencé à appeler les objets intelligents, ils n'étaient pas vraiment intelligents. C'est-à-dire qu'il y avait une confusion entre objets communicants, objets connectés, objets intelligents. Mais ça reste comme quoi, quand on parle d'un objet communicant, un objet connecté, c'est un objet intelligent dégradé. C'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les facultés d'un objet intelligent. Donc même si je peux me permettre de mettre un type d'objet intelligent, puisque ils ne sont pas intelligents tant qu'on le veut, mais bon. Voilà. Donc, parmi les premiers objets, on va dire intelligents, il y avait dans Massachusetts, ils ont développé une casserole, d'accord? Une casserole, c'est-à-dire qui vous prévient, si elle est trop chaude, on ne peut pas la tenir, d'accord? Il y a aussi, comment dirais-je, une cuillère qui peut tester la température aussi de votre repas, ou même la viscosité de votre repas. Hein. Un bouilloire, il peut, je pense, vous dire le temps restant pour que votre thé soit prêt. Il y a aussi tasse à café qui peut analyser la qualité de votre café. Une tasse à café qui peut analyser la qualité de votre café, le contenu du café, puisque vous savez, il y en a beaucoup de café, il peut vous dire, voilà, votre café, il est constitué de quoi? Ben, je ne sais pas si notre café peut être analysé par celui-là, je ne sais pas. Hein. Mais ailleurs, ça se fait, voilà. Il y a aussi une app interactive. Elle peut dans un restaurant, vous pouvez commander sur la nappe là. Sans se déplacer, sans le serveur, vous pouvez faire votre commande. Voilà. Il y a aussi un frigo équipé de caméras. Donc, vous pouvez à distance savoir qu'est-ce que vous avez dans le frigo pour faire les achats. Et peut vous recommander aussi les endroits où vous allez mettre vos aliments. D'accord? Bon, généralement, on met partout sans trop regarder, mais il y a des endroits qui sont réservés pour certains éléments et pas d'autres. Il y a aussi une cuisine qui s'appelle IKEA. C'est une cuisine suédoise. Son plan de travail, il peut vous permettre, vous aider si vous voulez, à préparer vos aliments, et peut même estimer le temps restant pour la cuisson. Si vous êtes précis, il peut peut-être adapter un petit peu la cuisson pour qu'elle soit vite faite, ou ainsi de suite. Et là aussi, c'est-à-dire cette cuisine, là aussi, un évier qui dispose d'une évacuation pour les eaux usées et autre pour les eaux réutilisables. Sincèrement, à maintes reprises, je me suis dit, des fois, on gaspille beaucoup d'eau par rapport à ça. Il y a de l'eau, c'est vrai, qui vraiment, il faut mettre dans les égouts, mais il y a d'autres qu'on peut récupérer. Et finalement, là, ils sont quand même, comment dirais-je, ils sont à ce niveau-là. Oh, je suis là. Donc, ils ont ça dans leur, on va dire, dans leur cuisine, et c'est très, très important. Vous imaginez combien d'eau qu'on gaspille, qu'on peut récupérer. C'est énorme. À côté, vous avez maintenant une assiette, d'accord? Smart plate, d'accord? Équipée de 3 caméras, capture de poids et une connexion sans fil. Donc, généralement, les gens qui mangent trop, surtout qui ont un surpoids, ça peut vous, comment dire, vous aider, hein, ça peut vous aider. Parce qu'à l'orange, c'est un petit peu ce que mange la personne et il peut même, comment dirais-je, vous recommander, c'est-à-dire peut-être comment faire. Il y a des alertes qui sont émises, bien sûr, à travers, bien sûr, en utilisant une application. Il y a aussi à côté, j'ai exprimé à côté les fourchettes. Donc il y a assiette et fourchette à côté. La fourchette, donc, il vous dit, il mesure les bouchées, il vibre en s'allumant si l'on mange rapidement. Voilà, si on le mange rapidement, on vous dit, vous faites attention. On fait attention, mais c'est important. Certaines situations, peut-être on n'a pas si de temps, donc on mange rapidement, et c'est nocif pour la santé, comme vous le savez. D'accord. Donc j'ai parlé des ustensiles, maintenant je vais parler un petit peu des vêtements intelligents. Donc pour ne pas trop tarder, il y a beaucoup de vêtements intelligents, mais ils sont beaucoup plus destinés pour les sportifs. C'est pour les sportifs, c'est pour mesurer un petit peu, comment dirais-je, les battements de cœur, pour suivre le CG. En fait, c'est beaucoup plus pour les sportifs, d'accord. Juste peut-être, voilà, il y a les exemples, donc chemise, vous avez short, veste, gilet, chaussettes, chapeau, vous avez les ceintures, pratiquement tout ce dont vous avez besoin comme vêtements, vous pouvez le trouver équipé d'un ensemble de
de capteurs. Donc j'ai choisi ici les chaussettes, d'accord? Donc ils aident les porteurs de pression textile sont reliés à un bracelet de chevet, lui-même connecté à une application mobile. Donc ça peut quand même vous aider à mieux marcher, à faire attention. On a aussi les smartwatches, je pense qu'ils sont disponibles chez nous, voilà, pas mal de personnes qui les portent actuellement, d'accord? Donc, mais bon, faites attention, il n'y a pas seulement celles qui sont simples, il y a d'autres qui sont vraiment très spécifiques. Vous regardez celle-là, la rose là. La rose là, elle est très très spécifique. Quand elle est rose, donc elle concerne certaines catégories, pas tout le monde. Voilà. Donc, je vous dis, permettre de suivre, on a dit, pas seulement les sportifs maintenant, mais n'importe quelle personne, il peut, pour voir un petit peu son rythme de marche, ainsi de suite. Il y a aussi celles qui permettent de suivre, comment dire, les troubles de sommeil, hein, ceux qui ont les troubles de sommeil, c'est important aussi. Il y a aussi des lunettes qui fournissent plusieurs services, soit les services pour la localisation, soit des services comme vous voyez ici, multimédia, soit des photos, soit de la musique, soit autre chose. Donc sans trop tarder, je ne vais pas les énumérer une par une. D'accord? J'arrive aux objets qui sont extrêmement importants. Ce qu'on vient de voir un petit peu sont un petit peu, on va dire, pour le confort ou peut-être pour suivre les sportifs, ainsi de suite. Mais ceux-là sont extrêmement importants puisqu'il s'agit des objets qui sont destinés pour la santé. Ils sont extrêmement importants et sont précieux. Alors, on appelle ça par les implants et capteurs ingestibles intelligents. Alors, les implants, c'est beaucoup plus pour suivre ou diagnostiquer, d'accord, dans diverses pathologies, diabète, hypertension, cardiopathie, ainsi de suite. Donc, ils peuvent transmettre à des mesures la tension artérielle, la glycémie, l'électrodiagramme, l'intérieur du corps ou mon extérieur. C'est-à-dire, ils sont à l'intérieur, ils vont nous transmettre ces informations-là. Et après, bien sûr, on peut leur envoyer aussi nous-mêmes des informations. Pour agir, on peut leur demander d'agir. Je donne un petit exemple ici. Les implants dentaires restaurent la production de salive naturelle au moyen de l'électrostimulation. On fait des implants au niveau de la bouche. Il y a des gens qui ont un problème de salive, c'est-à-dire ils ne produisent pas de salive. Donc quand le capteur constate comme quoi, parce qu'il mesure le taux de la salive, s'il voit comme quoi il y a un manque, donc il va, prendre une action pour stimuler d'une manière électrique et notre corps va commencer à produire de la salive. Il y a aussi un autre qu'on appelle par débrifilateur d'ici la survenue des troubles et du rythme cardiaque et restaure un rythme normal. C'est la même chose, il fait pareil la même chose, il va restaurer un petit peu le rythme cardiaque. Il y a un stimulateur à l'intérieur, il va restaurer le cardiaque. Il y a aussi d'autres capteurs qui sont un petit peu à l'inverse de cela, c'est ce qu'on appelle des capteurs ingestibles, c'est-à-dire on peut, après, on n'a pas besoin de faire, une intervention pour les planter. C'est comme vous voyez ici, c'est des pilules, on peut les avaler, d'accord, sans intervention. Donc, vous voyez ici l'ensemble de défibrillateurs, par exemple. Et vous avez ici un cœur aussi, qu'on appelle, le cœur n'est pas à 100%, fonctionnel. Il est toujours en phase de test, mais ce genre de cœur, ils vont permettre de pallier un petit peu au manque de cœur naturel, ce qui n'est pas facile à trouver un cœur. D'accord? Il y a aussi, voilà, comme je vous ai dit, pour les capteurs ingestibles, sous forme de pilules, qu'on peut avaler et ils vont nous transmettre des signaux qu'on peut récupérer et analyser et prendre ensuite des décisions. Donc les derniers, on va dire, types d'intelligence que je vais vous donner, c'est les robots de service. Donc les robots de service, il y en a beaucoup. Donc généralement, ils sont utilisés pour aider donc, la vie quotidienne ou au travail. Donc les plus connus, les robots d'assistance à la mobilité ou au déplacement, les robots d'assistance domestique ou médicale.
Donc vous avez ici un ensemble de robots. Ça, c'est des robots mobiles. Ceux-là, ce qu'on appelle les enceintes intelligentes. C'est-à-dire, ils ne sont pas mobiles, ils sont installés à la maison. On leur demande beaucoup plus de nous rendre des services tels que, par exemple, faire des commandes sur Internet, ainsi de suite, nous allumer de la musique, je ne sais pas, un film, ainsi de suite. Vous avez en bas, maintenant, un robot, assistance de la santé. Donc, c'est celui qui va s'occuper de ce patient-là. Bon, il y a aussi des robots, on va dire, pour le plaisir, pour jouer au football, par exemple, voilà. Il y a ceux-là, par exemple, voilà. Il y a d'autres aussi, pour d'autres, par exemple, comme celui-là, Hippo et Pino, voilà. Donc, c'est des robots qui ressemblent un petit peu, on va dire, celui-là à un chien, par exemple. Donc, je vous dis, c'est beaucoup plus pour le plaisir. Alors maintenant, tous ces objets-là, ils sont mis dans un endroit. Ils peuvent, comme on l'a dit, déjà collaborer et travailler ensemble pour assurer certains services. Donc cet environnement, il va devenir, bien sûr, il va devenir intelligent. Le service, il va devenir intelligent. Alors c'est quoi un environnement intelligent? Donc c'est une application dérivée du concept de l'intelligence ambiante. On a expliqué déjà l'intelligence ambiante, c'est que on veut avoir un service à tout moment, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, je vous l'ai dit. Donc, comment on va réaliser ça? C'est par rapport à l'utilisation d'un environnement intelligent. C'est pour ça qu'on parle d'application de celui-là. Donc, c'est résumé ici. Des objets intelligents, plus l'IoT, plus la sensibilité contexte. Voilà ce qu'on appelle un environnement intelligent. Objet intelligent, l'IoT, sensibilité contexte. Alors, donc, l'AME, que j'appelle AME ici, je parle, comment dirais-je, l'intelligence ambiante, a introduit une forme d'intelligence dans les différents espaces de vie, soit les hôpitaux, soit les espaces de travail, ainsi de suite et tout. Donc, on voit ici beaucoup plus des exemples que je vais exposer après. Donc, les maisons intelligentes pour le confort, pour la santé, domaine commercial et culturel, et les villes intelligentes. Donc, parmi les premiers, justement, si vous voulez, parmi les premiers environnements construits, c'est les maisons intelligentes. D'ailleurs, à un certain moment, on les appelait pas les maisons communicantes, avant que ça devienne maison intelligente, puisqu'avant, c'était beaucoup plus côté communication. On n'avait pas beaucoup d'objets à l'intérieur qui sont intelligents, donc l'essentiel, la maison arrive à communiquer beaucoup plus avec l'extérieur. Donc, on parle de maison communicante. Donc, on automatise certaines tâches. Maintenant, c'est d'entretien qu'on connaît. D'accord? On optimise, par exemple, l'énergie. Et on assure, par exemple, la sécurité. Donc, il y a les systèmes d'alarme ou de caméras, mais il y a aussi prévention des accidents, par exemple, chute d'enfants, de personnes âgées, par exemple. Et on va réagir en appelant, par exemple, les services qui vont s'occuper de ça. Comment? On utilise par exemple les technologies de sol et de meubles capacitifs, mais ce n'est pas très intéressant puisque beaucoup de maisons, maintenant, pour les équiper de ce genre de sol, il faut refaire par exemple la dalle de sol. Il faut la refaire complètement. Et donc ça reste pas très intéressant. Caméra et microphone. C'est vrai que la caméra est d'une capacité très intéressante, mais il y a le problème de respect de la vie privée. Les caméras sont généralement pas utilisées dans les maisons. On peut aussi placer des équipements sur les habitants. Il y a certains équipements, comme on vient de dire, par exemple, si c'est un vêtement qu'on peut utiliser, les chaussettes, ça ne va pas nous déranger. Mais si on met par exemple un bracelet à la maison, généralement quand on rentre à la maison, on le met de côté. On ne va pas le porter tout le temps. Donc ça reste. Donc on pense à ce genre de choses, c'est-à-dire le fait de construire une maison intelligente. On va penser à ce genre de choses. Application maintenant dans le domaine médical. Donc, si on a l'intelligence ambiante à l'intérieur d'un hôpital, on peut avoir l'interconnexion de toutes les instances, par exemple personnel, interpersonnel, et avec le patient. On peut avoir même des communications entre les hôpitaux. Donc, ça va faciliter grandement quand même l'échange d'informations. Il y a aussi, on peut suivre les entités à l'intérieur des hôpitaux. D'accord? Et on peut reconnaître aussi les activités qu'on exerce à l'intérieur. Il y a un projet qui s'appelle Life Smart Hospital.
Celui-là, il essaye d'accroître la résistance des hôpitaux au changement climatique en développant des plans d'action selon 3 axes qui sont l'énergie, l'eau et les déchets. Un exemple concret, il y a maintenant un robot qui s'appelle DaVinci. DaVinci, il arrive à faire quand même des interventions chirurgicales de manière vraiment extraordinaire. D'accord? Et il vous donne après, par exemple, des images en 3D pour pouvoir, bien sûr, les étudier par la suite. Il y a aussi une salle d'opération qui permet d'assister en chirurgie numérique. En fait, celui-là, je ne me souviens pas où, mais la salle d'opération, je pense, c'est en Suisse. D'accord. Donc, en fait, même si on a beaucoup d'hôpitaux, même ailleurs, ça reste insuffisant, surtout avec le vieillissement de la population. On a pensé à exploiter, puisqu'on a les maisons intelligentes, on s'est dit, pourquoi ne pas le maintien à domicile. Donc on aura après toujours le contact avec le patient, puisqu'on a cette possibilité d'interagir avec lui à distance. Donc ça réduit un petit peu, si vous voulez, la charge sur les hôpitaux. Et je pense pour nous, si on arrive à y aller dans ce sens-là, ça va être très très intéressant. On n'a pas assez d'hôpitaux, ils ne sont pas très bien équipés. Si on arrive à équiper nos maisons, par exemple, pour qu'elles deviennent intelligentes, ça va nous éviter certains quand même déplacements. Ça va nous permettre peut-être d'améliorer la qualité des soins qu'on va apporter à nos patients. Bon, en fait, la même chose pour le domaine commercial. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine-là. Donc, adapter le contexte des centres commerciaux en fonction des utilisateurs. On peut aider à naviguer dans le centre commercial. En fait, attention, les centres commerciaux, donc c'est pas une seule boutique, c'est des centres commerciaux qui sont assez grands, donc on peut trouver beaucoup de choses. Il y a de la concurrence, donc on peut avoir un système qui nous permet peut-être de négocier, d'accord, d'une manière automatiquement les prix pour y aller directement acheter, pour ne pas perdre le temps, faire, comment dirais-je, toutes les boutiques, on va dire, de manière, c'est-à-dire à pied. Voilà. Proposition de produits similaires à de produits qui pourraient intéresser l'utilisateur en se basant sur profil. Vous avez ceux qui travaillent pour les systèmes de recommandation. Voilà. Donc on peut vous recommander certaines choses selon votre profil. Bien sûr, le profil, on le récupère par la première fois. Donc à chaque fois que vous vous déplacez, à chaque fois on récupère un petit peu, on construit votre profil, voilà, avec le temps. Donc, application dans le domaine culturel aussi, on s'est dit pourquoi ne pas, quand on fait des visites soit dans des musées, soit à l'extérieur pour le patrimoine, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'accompagner, comment dirais-je, le visiteur? Ben, c'est pas facile, puisque combien de guides on va avoir pour accompagner tout le monde. Mais si on a un accompagnant, c'est un accompagnateur, c'est-à-dire avec l'intelligence artificielle, ça peut nous permettre quand même d'avoir beaucoup de connaissances et justement, peut-être de manière personnalisée. Si vous visitez le musée plusieurs fois, on peut récupérer votre profil et on va vous faire une visite personnalisée. Donc, ce qui est mentionné peut-être là, voilà, et ainsi de suite. Alors, le dernier exemple pour les environnements intelligents, c'est les villes intelligentes. Donc, les villes intelligentes, ça peut être vu comme l'extension. Si on a un ensemble de bâtiments intelligents qui contiennent des maisons intelligentes, donc on va voir, si vous voulez, une ville intelligente. Bien sûr, il faut prendre en considération d'autres choses. C'est pas seulement le bâtiment lui-même, il y a aussi le côté humain, social, transport, économie, administration, ainsi de suite. D'accord. Il y a ce qui contribue beaucoup plus aussi. Il y a toujours le côté réseau, soit l'IoT, soit autre. D'accord. Et je vous donne ici un petit exemple. Bon, en fait, pas un exemple, je veux dire, c'est le classement de 2022 des maisons, des villes intelligentes. Hein. On a la première ville, c'est Singapour, deuxième Helsinki, Zurich, Auckland, ainsi de suite. Il y a bien sûr un classement. Ce classement-là, il y a un certain nombre de critères. Hein. Vous pouvez trouver d'autres classements peut-être qui vont vous donner un autre ordre. Puisqu'on regarde la qualité de vie, le service fourni, la qualité des hôpitaux, on regarde beaucoup de choses, le transport, l'économie, et comment ils se font dans ces pays-là. Même le débit de la connexion, ainsi de suite, puisque le débit est important aussi.
Donc, vous pouvez trouver une autre classification. J'ai pris une des classifications, mais vous pouvez trouver d'autres. Voilà à peu près à quoi ressemble une cité intelligente. Je prends un petit exemple d'une ville intelligente en expérimentation. C'est la ville de Santander, en Espagne. On vous dit, par exemple, il y a à peu près 3000 appareils et 3E.2, c'est-à-dire Zigbee, qui sont déployés. On a 200 modules GPRS, 2000 étiquettes RFID tag au QR code qui sont déployés dans les stations, lampadaires, façades, arrêts de bus, ainsi de suite. Et les différents périphériques déployés permettent de surveiller l'environnement, comme le bruit, les emplacements de parking, l'état de trafic, ainsi de suite. Et aussi permet de guider les utilisateurs à faire des emplacements pour stationner, par exemple, pour trouver quelque chose, ainsi de suite. Les utilisateurs sont invités à participer au réseau à l'aide de leur smartphone. C'est-à-dire, si vous êtes dans cette ville-là, vous pouvez utiliser ces services-là pour voir comment, par exemple, c'est-à-dire pour estimer un petit peu peut-être comment la ville-là répond aux besoins de ses utilisateurs. Alors, il y a beaucoup de choses que, comment dirais-je, citer. Il y a beaucoup de travaux qui se font et il y a d'autres qui sont en cours et je vous dis, c'est-à-dire il y a d'autres qui peuvent se faire par la suite. Donc, il y a beaucoup de challenges dans les environnements intelligents ambiants ou dans, si vous voulez, l'Internet des objets, dans l'intelligence artificielle et autres. Donc, parmi les challenges-là, adaptation et non-intrusion. Donc, comment adapter les services selon, justement, l'usager et selon l'endroit où il se trouve. Mais on a dit, bien sûr, de façon non intrusive. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on dérange celui qui veut demander un service. Donc, il faut trouver des moyens de faire ça. La sensibilité au contexte. La conscience et la sensibilité au contexte par la capacité de reconnaissance, de raisonnement sur le contexte. Donc, particulièrement quand on a des informations qui sont imparfaites. Parce que généralement, il n'y a pas de capteur qui va vous donner une information sûre. Tout le temps, il y a des interférences où il y a du bruit, donc on ne vous donne pas une information qui est à 100% sûre. Il y a aussi, quand on a plusieurs technologies, ça peut être des technologies différentes, ça peut être des services différents, donc il faut y aller dans ce qu'on appelle pas l'interopérabilité. D'accord ? Sécurité et respect de la vie privée, j'en parlais déjà par rapport à quel capteur il faut déployer. De plus, comment il faut garder, par exemple, si on utilise un profil, donc on collecte des données, comment il faut sécuriser ces données-là, sinon les autres vont pouvoir les utiliser. Identification et localisation, automatiquement, pour rendre un service, adéquat, il faut toujours savoir à qui on a affaire et il se trouve où. Masse de données aussi, ce qu'on appelle vous connaissez très bien pas les big data, c'est énorme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'exploiter toutes les informations qui sont collectées d'une manière, on va dire d'une manière, comme ça, délibérée des capteurs qui sont transmises et qui sont un peu partout. Voilà, donc, ce qui m'amène à terminer ma présentation. Donc, l'intelligence n'est pas le propre de l'homme. L'intelligence artificielle autre, elle est distribuée, elle est collective, d'accord. Les systèmes d'intelligence ambiante, donc ils sont possibles grâce à la communication sans fil et l'Internet des objets, l'utilisation des interfaces aux machines, dans le sens où on a des, d'une manière intuitive, plus les capteurs, les actionneurs et les objets intelligents. Donc l'application de l'IA à ces technologies permet l'émergence d'un ensemble d'environnements intelligents dans différents domaines, la santé, l'économie, l'énergie, donc allant d'une simple maison jusqu'à une ville intelligente. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je remets la parole.